Le président de la transition à l'écoute des Maliens, le colonel Assimi Goïta, veut la santé pour tous et dans des conditions honorables. Dans le cadre de ses œuvres sociales, il renforce le plateau technique en dotant des structures de santé d'un important lot de matériel médicaux et bureautique. La remise était ce matin au palais de Koulouba. Les autorités de la transition demandent à la France et ses partenaires de quitter le Mali immédiatement. Le porte-parole du gouvernement était sur notre plateau du 13h pour lire le communiqué allant dans ce sens. Nous l'écouterons ainsi que certains de nos concitoyens qui saluent le courage du président de la transition et réaffirment leur confiance en nos forces de défense et de sécurité. Justement, nos forces de défense, nous continuons à les suivre ce soir dans notre 20h. Elles sont en zone office du Niger, où règne désormais une certaine accalmie à la faveur des récentes actions des FAMA. Et même si la menace reste présente, les activités de la contre-saison se déroulent normalement. On retrouvera nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté et Brahima Koulibaly, pour plus de détails. Nous sommes vendredi 18 février. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre présence. Renforcement du plateau technique des structures de santé. C'est bien l'un des vœux des Maliens qui est devenu réalité aujourd'hui grâce au président de la transition. Dans le cadre de ses œuvres sociales, le colonel Assimi Goïta offre ainsi des chaises roulantes, des respirateurs avec accessoires, des tables d'accouchement et des incinérateurs aux structures de santé bénéficiaires. La c'était ce matin au palais de Koulouba en sa présence. Garibou Pérou, Tchédje Kamara, Adama Kamara nous en parlent. La volonté du président de la transition d'œuvrer dans le social s'intensifie. Le colonel Assimi Goïta met à la disposition des structures civiles et militaires un important lot de matériels médicaux et bureautiques. Ces équipements de dernière génération entrent dans le cadre des œuvres sociales du président Goïta. Ces matériels de pointe renforceront à coup sûr le plateau technique. Les matériels objets de la présente cérémonie de remise sont entre autres 100 ordinateurs, 50 chaises roulantes, 10 appareils d'échographie avec des gels, des porte-sérums, des moniteurs multiples paramétriques, des tensiomètres, des bistouris électriques, des matériels pour l'unité de consultation ORL, des respirateurs et accessoires, des tables de consultation gynécologique, des tables d'accouchement, des tables de consultation, des incinérateurs, des autoclaves, des fauteuils dentaires, des appareils d'anesthésie et des appareils des automates des électrolytes et des automates pour la biochimie. Les matériels ainsi dénombrés seront répartis selon un plan de renforcement des services de santé civils et militaires. Des séances de travail seront faites avec les services techniques pour le choix des structures et les équipements seront acheminés par l'équipe des œuvres sociales du président de la transition. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la transition et de l'ensemble de ses collaborateurs, je vous invite à faire bon usage de ces matériels nouvellement acquis afin de soulager nos populations dans un Mali de paix et de prospérité. Reçu symboliquement des mains du président de la transition, Madame le ministre de la Santé et du Développement social a, au nom des services bénéficiaires, exprimé sa reconnaissance et ses sincères remerciements au président Goïta. Elle a notifié que ces équipements viennent à point nommé car ils contribueront, selon elle, à l'amélioration de la qualité des services de soins d'une manière générale. Conformément à vos orientations, il y a quelques mois, j'ai effectué des visites de terrain accompagné du colonel Assa Badiolo Touré, votre conseiller spécial en santé. Ces déplacements nous ont conduits dans les régions de Kaï, Kouloukoro, Ségou, Mopti, Bougouni et Koutchala, avec pour objectif de recenser les besoins des établissements de santé des différentes localités afin de permettre un renforcement du plateau technique pour l'amélioration de la qualité des soins. Dans chaque localité visitée, les populations ont exprimé leurs besoins et leurs préoccupations en matière de santé et de protection sociale. Après les cérémoniales soucieux du bien-être des Maliens, le président de la transition est allé à la découverte des équipements, histoire d'apprécier la qualité et la performance des appareils. Ces précieuses acquisitions auront besoin d'entretien et de maintenance
pour une prise en charge sanitaire efficiente, rationnelle, une fois mise en service. L'actualité, vous le savez, c'est ce communiqué lu dans notre 13h par le porte-parole du gouvernement. Le colonel Abdoulaye Maïga y fait part de la décision des autorités de la transition demandant à la France et à ses partenaires de quitter immédiatement le Mali. Je vous invite à suivre son intervention. Face à cette situation malencontreuse, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions dont la teneur suit dans le communiqué numéro 019 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France le 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable des autorités maliennes. Ces décisions unilatérales constituent des violations flagrantes du cadre juridique liant la France et le Mali. Le gouvernement rappelle que par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Ni en 2013, avec l'opération Serval, dont les objectifs étaient de détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national et faire appliquer les résolutions de l'ONU. Ni en 2016, avec l'opération Barkhane, dont les objectifs étaient de lutter contre le terrorisme, aider à faire monter en puissance l'armée malienne et intervenir en faveur des populations. Malgré la présence de l'opération Barkhane et des forces internationales, de 2013 à 2021, le Mali a risqué la partition et la menace terroriste, initialement localisée au nord du Mali, s'est répandue sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement rappelle que l'opération Serval n'aurait pas été nécessaire si l'OTAN n'était pas intervenue en Libye en 2011. Cette intervention qui a fondamentalement modifié la donne sécuritaire dans la région et dans laquelle la France a joué un rôle actif de premier plan et aux grandes dames des Africains, est à la base des problèmes sécuritaires actuels du Mali, en particulier, et du Sahel en général. Contrairement aux allégations relatives à la dégradation de la situation sécuritaire, les autorités de la transition, dans l'exercice de leurs droits souverains, ont entrepris des actions volontaristes pour diversifier les partenariats, consenti d'énormes efforts, permettant ainsi la montée en puissance des forces armées maliennes et l'amélioration significative de la situation sécuritaire sur le terrain depuis 6 mois, notamment en vue de créer les conditions sécuritaires pour la tenue d'élections. En outre, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, le gouvernement du Mali a mis en place un mécanisme de concertation visant à adopter un chronogramme consensuel en rapport avec la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et certains pays de la région. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète une dernière fois. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le gouvernement exhorte nos vaillantes forces armées et de sécurité nationale à plus d'engagement, de vigilance et de détermination dans l'accomplissement de leur mission de défense de l'intégrité territoriale,
et de sécurisation des personnes et des biens. Attaché aux valeurs de dignité, le gouvernement reconnaît les sacrifices consentis et s'incline devant la mémoire des victimes de l'insécurité, civiles et militaires, maliennes et étrangères. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali, dans le respect de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple malien. Le gouvernement du Mali appelle la population à rester sereine et vigilante et prend l'engagement que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité. Bamako, le 18 février 2022, qu'Allah bénisse le Mali. Voyons ce que pensent les Maliens de cette décision de la France et de ses partenaires de quitter le Mali. Ils se prononcent au micro de Tamsir Diabaté. D'abord, ils saluent le courage des autorités de la transition et réaffirment toute leur confiance à nos forces de défense et de sécurité. Suivons. Ça ne tenait qu'à moi, ça trouverait déjà que la France est partie il y a longtemps. Il y a un peuple qui ne veut pas de vous, mais pourquoi vous voulez rester à tout prix? Il faut aller. Le peuple a compris les intentions de la France. La France est en train d'exploiter ce peuple-là comme si c'était toujours le temps colonial. Alors que le monde a suffisamment évolué. On ne peut pas rester dans ce carcan encore. Les politiques sont là depuis combien de temps? Ils n'ont pas pu faire ce que l'armée en quelques mois a fait. Pourquoi ne pas porter sa confiance à cette armée-là? Si la France décide de quitter, pour moi je crois que c'est une bonne chose. Parce que nous, on avait appelé la France pour venir nous aider à combattre le terrorisme. Et ça fait bientôt plus d'une dizaine d'années, on voit que les choses ne font que s'empirer. Je crois que si cela peut amener le Mali à avoir la paix à laquelle on aspire, c'est une bonne chose. Nous, on est un État souverain. Nous avons des gens qui sont intelligents. Nous avons des gens qui ont la tête sur les épaules. Ils sont capables quand même s'il y a vide, de combler ce vide pour qu'on puisse aspirer à la paix et à la sécurité et à la vie normale que nous voulons. Que la France soit là, ou bien que la France ne soit pas là, l'armée malienne, son rôle, ça a toujours été quand même d'aider les populations à avoir la sécurité, d'aider la population à avoir la paix, de façon à ce que nous puissions vivre en paix. Depuis belle lurette, il y a une partie de la population qui cherchait à ce que la troupe française quitte sur le territoire malien. Donc si elle décide aujourd'hui de partir, je pense que c'est une opportunité pour le Mali de prendre ses responsabilités à main et d'assurer sa propre sécurité pour qu'il puisse avoir sa souveraineté. L'armée malienne monte aujourd'hui en puissance, donc nous devons renforcer la capacité d'opérationnalisation de notre armée pour qu'elle puisse encore redoubler d'efforts pour assurer la sécurité de la population. Nous devons compter sur nous-mêmes et non sur les autres, parce que la France, c'est la France. L'Union européenne, c'est l'Union européenne, mais qu'est-ce que le Mali peut faire pour son armée, pour la sécurité de la population? La France est là, ça fait pratiquement 10 ans et pas de résultats. Moi, personnellement, je viens du Nord. Ils n'ont absolument rien fait. Donc, je pense qu'il est temps pour eux de rentrer chez eux. Ce n'est pas un sentiment anti-français, non, mais c'est contre la politique française. Récemment, on a constaté une montée en puissance de l'armée malienne. Donc, c'est une très bonne chose de continuer sur cette voie pour pouvoir nous rapporter la paix dans les années à venir. Ils sont venus pour une mission bien déterminée. C'était pour défendre les Maliens face aux djihadistes. Mais à mon avis, il n'y a pas de changement. Nos frères militaires sont en train de mourir sur le front. Quand j'appelle quelqu'un pour m'aider, si je vois qu'il ne peut pas, je fais appel à un autre. Après le départ de la France, je suis très confiant de mon armée. J'appelle à tous les Maliens d'être soudés et de supporter nos militaires sur le front. Ils ont déjà laissé la base de Tombouctou, ils ont laissé la base de Kidal et celle de Tessalit, qui est à l'extrême nord-est de notre pays. Alors même que la menace djihadiste n'était pas totalement endiguée, Tombouctou est abandonné. Pendant que vous aidez les pays du Sahel à conquérir leur territoire, à lutter contre les terroristes, le centre du Mali brûlait. Et aujourd'hui, la France qui propose son aide pour les pays du Golfe de Guinée savait que la progression du terrorisme dans le centre du Mali
allait déboucher vers les pays du Golfe de Guinée, notamment vers le Burkina, qui va progresser un peu vers le Bénin, le Togo, et le Verticasso aussi vers la Côte d'Ivoire. Donc, de mon point de vue, la France aujourd'hui paye les frais de son engagement qui avait eu un goût d'inachevé au Mali depuis 2013. Aujourd'hui, c'est un aveu d'impuissance que la France ne veut pas reconnaître. Quand bien même que toutes les séparations sont douloureuses, des partenaires qui sont venus, c'est clair qu'ils sont venus pour nous défendre, mais défendre en premier les intérêts de la France et de l'Europe. Parce que il est totalement incompréhensible de croire qu'ils sont venus seulement pour nous. Aujourd'hui, c'est l'aspiration même, les aspirations profondes du peuple du Mali qui ne sont pas réalisées après plus de 9 ans d'intervention militaire. Je me rappelle que c'est sur cette même place de Sankoré que nous avons accueilli en liesse populaire le président François Hollande. Mais je pense qu'en libérant Konna, Gao et Tombouctou sans pouvoir libérer Kidal, partir avec les accords de paix de réconciliation d'Alger, le conflit n'a fait que s'enliser. Et les Maliens ont été vraiment exaspérés. Et c'est ce qui traduit aujourd'hui la volonté de ce peuple du Mali-là aussi d'être satisfait du départ. Moi, je pense qu'actuellement, c'est bon pour le Mali. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait un peu un résumé de la force Barkhane, j'ai vu que les problèmes maliens, on pouvait les régler en tant qu'entre nous Maliens. C'était plus facile qu'avec d'autres forces d'intermédiaires. Parce qu'avec la force Barkhane, on n'a pas pu rentrer à Kidal. C'est tous les problèmes, c'est la force Barkhane. Il y a Serval avant, ensuite Barkhane, c'est Kidal. Donc on n'a pas pu unifier le pays à cause de Barkhane. Ça c'est un. Deuxièmement, le problème encore, on avait un problème au nord d'insécurité, maintenant c'est tous les pays, le centre et maintenant même l'autre partie, ouest, sud-ouest. Donc je vois vraiment que cette force Barkhane, elle a été plus mauvaise que bon. Donc quitter ne doit pas, actuellement à l'ère où nous sommes, ne doit pas être un souci pour le Mali, peut-être même un bien pour le Mali pour se ressaisir et voir plus devant et avoir moins d'entraves. Depuis qu'ils sont arrivés au Mali, ils n'ont pas amené de sécurité. Ils sont venus pour sécurité de la population Mali. Alors que lorsqu'ils sont venus, jusqu'à ce jour-là, on n'a pas vu la sécurité. Ils n'ont pas nous aidé. On se trouve que toujours on n'est pas en sécurité. Ça veut dire que même s'ils ont parti, c'est la même chose. Arriver et partir, c'est la même chose. Maintenant, nous allons laisser les Maliens entre nous. On va négocier. Les Mali vont avancer. On n'a aucun problème. Aujourd'hui, on sent qu'on sont libres. On peut gérer notre territoire. Nous-mêmes, les Maliens, entre nous, on n'a pas de problème. Oui, les troupes françaises doivent immédiatement quitter le territoire national. Ordre des autorités de la transition. Cette décision intervient après des semaines de crise diplomatique entre Bamako et Paris. Barkhane est sommé de se retirer du Mali au moment où le pays affirme sa souveraineté avec la montée en puissance des Fama. Que faut-il comprendre dans cette crise? Les explications avec Ibrahima Traoré. Barkhane s'apprête à plier bagage sur décision unilatérale du président français. Décision unilatérale puisque les autorités maliennes n'ont ni été consultées ni saisies officiellement. C'est pourquoi d'ailleurs elles ordonnent à la France de se retirer sans délai. Le divorce est désormais consommé entre le Mali et la France. Sans tergiverser, Bamako s'assume et assume ses propos. Le Mali n'a de leçons à recevoir de qui que ce soit et n'est pas prêt à monnayer son indépendance. Tous les Maliens vont se tenir debout comme un seul homme face à l'adversité. Dans les faits, qu'exigent les Maliens? Les voix officielles répondront un partenariat d'égal à d'égal dans le strict respect de la souveraineté du Mali. D'abord, au plan politique, le gouvernement a appelé sans cesse la France à ne pas se mêler des affaires africaines, notamment dans la gestion du processus de la transition au Mali. Dans le cadre de la coopération militaire, les autorités de la transition ont proposé une relecture de l'accord de défense avec la France. Paris garde le silence sur ce dossier. Le document soumis ne semble pas lui arranger. Enfin, la coopération avec la Russie fâche et irrite les autorités françaises. L'extrême rapidité
de l'exécution de ce contrat montre la fiabilité et le sérieux de ce partenaire, la Fédération de Russie. À tout cela s'ajoute l'échec de l'opération Barkhane sur le terrain, provoquant une insécurité grandissante dans le pays. Face à la situation, les autorités maliennes ont décidé de stopper l'hémorragie en diversifiant les partenaires, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Réponse à une volonté populaire. Et en quelques semaines, des résultats concrets sont engrangés avec à la clé la montée en puissance des FAMA. Oui, sans conteste, les FAMA sont désormais maîtres du terrain. Elles sont engagées et déterminées à recouvrer l'intégrité du territoire national. Pas un centimètre de moins. Déjà commencé à vous mettre en ligne. Appuyez à droite. En ligne à droite. Les opérations en cours devront favoriser le retour progressif de l'administration avec les services sociaux de base. Avec le départ sans délai des troupes françaises, le gouvernement réitère son appel aux forces armées de défense à plus de vigilance et de détermination dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Le contexte impose surtout au peuple malien de s'unir davantage. Chaque citoyen doit se considérer comme un soldat pour contribuer à restaurer l'honneur et la dignité du Mali. Et le peuple qui s'unit déjà, le mouvement Yereolo debout sur les remparts salue la décision du gouvernement malien invitant les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Cette décision courageuse et responsable et souveraine est un salut pour le peuple malien assoiffé de paix, de liberté et de sécurité. Par conséquent, le mouvement Yereolo debout sur les remparts lance un vibrant appel au peuple malien pour un rassemblement patriotique sur le boulevard de l'Indépendance ce samedi 19 février 2022 à 14h. Et le groupe des patriotes solidaires pour le Mali, GPS Mali, se réjouit du départ annoncé des forces militaires Barkhane et Takuba du territoire national. Le GPS Mali rassure les hautes autorités de la transition que l'ensemble des patriotes que nous sommes resteront sereins, vigilants, mobilisés et ne ménageront aucun effort pour le combat de souveraineté de notre pays, le Mali. Le groupe des patriotes solidaires pour le Mali, GPS Mali, réitère son soutien indéfectible aux vaillantes forces armées et de sécurité nationale dans leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de sécurisation des personnes et des biens. Les soutiens de manifestations ne faiblissent pas, même au-delà de nos frontières, face aux sanctions imposées à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA, direction Dakar, où des clubs panafricanistes ont décidé de relier Bamako à la marche, soit 1360 km, et c'est pour 40 jours de marche avant d'atteindre leur point d'arrivée. Le départ a été lancé devant l'ambassade du Mali à Dakar. Drissa Kouné pour le commentaire. Départ lancé devant l'ambassade du Mali à Dakar, ces hommes et femmes empruntent le trajet de 1360 km. Ces panafricanistes ont décidé de marcher pour montrer leur soutien au peuple frère du Mali. Pour pouvoir apporter notre soutien au peuple malien, parce que nous estimons que le Mali est en train de subir une injustice face à cette décision de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, il y a près de 8000 emplois qui sont en péril. Il y a des milliers de Sénégalais aujourd'hui qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, à s'occuper de leur famille à cause de cette décision que nous pensons ne pas être la bonne décision, c'est-à-dire fermer ses frontières. Conscients de toutes les conséquences que la sanction de la CEDEAO a entraînées au Mali, ils n'ont pas attendu les décisions de leurs autorités pour soutenir le peuple malien. Ils urgent pour ces jeunes panafricanistes d'agir. Nous sommes des panafricanistes, des vrais en fait, pas ceux qui s'assoient devant des salles de télévision pour discourir. Nous sommes sur le terrain, nous agissons. De par notre détermination aussi et notre mode de pensée, nous ne sommes pas là pour commander des supports
peur ou quoi que ce soit. Ils ont l'intention de marcher les 1360 km en 40 jours pour exprimer leur soutien au peuple malien qui subit les effets économiques de l'embargo de la CEDEAO. Déterminés, ils espèrent toutefois que les sanctions infligées au Mali soient levées avant leur arrivée à Bamako. Arrivée prévue dans 40 jours. Ce soir, dans notre 20h, nous continuons à suivre nos FAMA. Elles sont en zone office du Niger, où règne désormais une certaine accalmie à la faveur de leur récente action. Oui, de l'avis général, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée. Les actions menées par les FAMA ont permis de soulager la population restée longtemps sous blocus. Tenez, à cause de l'insécurité, plus de 10 000 hectares n'ont pas pu être exploités en cours de la saison dernière. En attendant la prochaine, les activités de la contre-saison se déroulent normalement, même si la menace reste présente. Nous précisent nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté, Brahima Koulibaly. Nyono, kilomètre 26. Ces parcelles en périphérie de la ville reprennent de la couleur à la faveur de la contre-saison. Environ 10% des terres aménagées de la zone office du Niger sont concernées. La contre-saison. Qu'il s'agisse de riz, d'oignons ou d'autres produits maraîchers, les producteurs comptent sur ces récoltes pour combler le gap d'une saison hivernale en deçà des attentes. En cause, l'insuffisance des pluies, des problèmes d'intrants, mais aussi et surtout l'insécurité. Si la ville de Nyono n'a pas été particulièrement affectée, la commune et celles voisines ont été frappées de plein fouet. Cette insécurité a totalement affecté les paysans. C'est ce qui a fait que nous avons constaté la brûlure des récoltes, la brûlure du matériel agricole et l'empêchement même des paysans de cultiver leurs champs. Et pourtant, les populations de la zone office du Niger retrouvent de l'espoir ces derniers temps à la faveur de la montée en puissance des forces armées maliennes. Nous sommes rassurés maintenant parce que l'armée est en train d'occuper vraiment toutes les zones et cela permettra quand même à nos paysans de retourner cultiver leurs champs. De l'avis général des populations de la zone, une certaine accalmie règne sur place malgré une situation encore difficile par endroits. Si les populations de Farabougou, par exemple, sentent souffler le vent de la libération, celles de la commune de Mariko attendent toujours un heureux dénouement. Mais dongo armée ka cesri sababula unana deme do dama unana mobilila chen okera wasaya anve sira de tey hali bi sira de madi anma ko frabu ka bora frabu kana dogofre wal dogofre ka bora dogofre ka ta frabu o lablali gelaya de banga. Actuellement la situation s'améliore un peu parce que ma commune est composée de 25 villages officiels et plus de 30 hameaux. Donc, dans ces 25 villages officiels, il y a à peu près 15 villages qui ont signé accord avec les hommes de la brousse. Et ils vaquent librement de leurs activités. Donc, le reste des villages, à peu près 10 comme ça, bon, il y a une partie qui est occupée par les chasseurs. Bon, il y a 2 villages actuellement qui sont assiégés complètement par les hommes de la brousse, dont Fabakoro et Nyantchela. Ceci souffre énormément. C'est tout récemment, la semaine dernière, qu'on a eu une assistance militaire qui a acheminé des vivres au niveau de Fabakoro. La zone de défense numéro 2 de son côté se veut rassurante. Les FAMA sont engagés à desserrer les taux des terroristes autour de toutes les populations qui en ont besoin et à sécuriser particulièrement les producteurs de la zone office du Niger. Les jours à venir, il y aura l'intensification des opérations de ratissage, des opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens, afin de permettre que la campagne agricole à venir, l'Office du Niger puisse retrouver quand même ses capacités d'antan. Déjà, à la faveur de l'accalmie retrouvée, la campagne de contre-saison se déroule plutôt bien à la satisfaction des responsables de l'Office du Niger. À l'heure où je vous parle, la contre-saison se passe très bien parce que les conditions sécuritaires se sont beaucoup améliorées avec l'aide des FAMA. La condition sécuritaire, ce n'est pas totalement terminé, mais ça s'est amélioré. Donc c'est surtout la commune de Dogofri qui a été beaucoup affectée. Et à l'heure où je vous parle, la population vraiment vague à ses préoccupations. Les producteurs sont en train vraiment de mettre en valeur les superficies qui les sont affectées.
En attendant, la direction de l'office fait preuve de compréhension à l'endroit des producteurs victimes de l'insécurité. Pour les superficies non cultivées et autres récoltes perdues, la structure renonce à la redevance eau. Cela s'appelle ici le dégrèvement. Le dégrèvement, c'est une disposition du décret de gérance de l'Office du Niger qui, habituellement, dans les conditions normales, prévoit que lorsqu'un producteur a eu des difficultés sur sa parcelle, donc qui n'est pas dû, qui n'est pas de son propre chef, donc il bénéficie d'une exemption du paiement de la redevance. Ça peut être des cas de maladie, des cas de noyade, des cas de manque d'eau, mais exceptionnellement pour cause de l'insécurité, cette année l'Office du Niger a dégrévé 12 000 hectares. Les efforts de l'Office ne s'arrêtent pourtant pas là. L'assistance au monde rural va bien au-delà du dégrèvement. Le dégrèvement, c'est une chose, mais quelqu'un qui a mis en valeur sa parcelle et qui n'a pas pu récolter, il y a toutes les autres dépenses qu'il a engagées. Il y a aussi la nourriture de sa famille qui dépendait de ce champ-là. Et tout ça a été perdu. Donc, nécessairement, ces personnes-là ont besoin d'assistance. Donc, nous avons quand même rédigé un certain nombre de doléances qu'on a adressées aux plus hautes autorités pour accompagner les populations qui ont été affectées par l'insécurité. Une zone office du Niger totalement débarrassée de la menace terroriste, producteurs et encadrement l'appellent de tous leurs vœux. Les FAMA, eux, assurent travailler au quotidien pour permettre à la zone de demeurer un des principaux greniers du Mali. Merci Yaya Konaté. Et ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session extraordinaire en cours, une séance plénière se tiendra le lundi 21 février 2022, jour suivant, s'il y a lieu. L'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption du procès-verbal de la séance plénière du jeudi 22 avril 2021. 2. Délibération sur le projet de loi portant révision de la charte de la transition. 3. Communication. Les travaux vont débuter à partir de 9h dans la salle Djili Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Et dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est strictement limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est obligatoire. Au regard de l'importance de l'ordre du jour, la présence effective de tous les membres du CNT est exigée. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Un mot de la mission en Mauritanie du ministre de l'Industrie et du Commerce. Mahmoud Ould Mohamed a eu des séances de travail avec les ministres mauritaniens des Finances et celui du Commerce, des discussions qui ont pu permettre de lever les goulots d'étranglement qui bloquent les échanges commerciaux entre nos deux pays. Le ministre Mahmoud a également visité une usine de production de fibres et d'emballage. À l'issue de la visite, le promoteur de l'unité industrielle envisage sérieusement de s'installer au Mali. Envoyé spéciaux, Adama Djimde, Mamadou Sidibé. La Mauritanienne des industries de fibres est une société créée en 2017 et embauche 310 personnes. Une unité qui contribue à lutter contre le chômage, surtout celui des jeunes. Elle produit près de 300 000 emballages par jour. Le marché malien est déjà intéressé par les promoteurs de cette usine. C'est pourquoi le ministre de l'Industrie et du Commerce et son homologue sont venus apprécier de façon pratique les potentialités qu'offre cette entreprise. C'est une usine d'emballage qui est sollicitée aussi par les opérateurs maliens. Et l'initiateur de cette usine voudrait aussi s'investir au Mali. Donc c'était l'occasion pour moi de voir l'envergure et l'importance de cette usine. Et j'étais très impressionné de la qualité du travail et surtout de la capacité de production d'emballage. Auparavant, le ministre avait eu des séances de travail avec ses homologues mauritaniens en charge des finances et de l'industrie. Rencontres au cours desquelles ont été évoquées les difficultés qui pourraient entraver la libre circulation des marchandises entre Nouakchott et Bamako. Selon le ministre Mohamed, les autorités mauritaniennes sont réceptives aux sollicitations de notre pays. Nous avons eu toutes les assurances et même les réassurances pour nous montrer que nous pouvons opérer ici, avoir de très bonnes relations commerciales, pas seulement sur le plan conjoncturel, mais aussi de façon durable et irréversible. Et je pense que nous allons travailler dans ce sens. Nous avons déjà identifié un certain nombre de problèmes que nous allons régler ensemble très bientôt. Elle a même exigé que ça soit dans moins d'une semaine.
et nous allons nous investir. Cette mission a permis aux deux parties de renforcer la coopération économique s'agissant du transport des marchandises entre Nouakchott et Bamako. Ici à Bamako, la Fondation Santé Environnement et ses partenaires techniques et financiers se concertent sur le plan stratégique décennal 2021-2022. Mohamed Kentao, Idrissa Traoré pour plus de détails. Une journée de réflexion pour planifier les actions stratégiques de la Fondation Santé et Environnement. Les cadres du département et leurs partenaires identifient les objectifs clés. Qui dit environnement sain appelle à une santé de fer, à une santé pour tout le peuple. Nous devrons faire en sorte que soutenir cette fondation qui lutte pour nous et à notre insu. Ainsi, la Fondation Santé et Environnement profite de cette journée pour présenter à ses partenaires le plan stratégique décennal 2021-2022. Il est également question de convenir des actions conjointes avec toutes les parties prenantes. Elle a entre autres mené plusieurs études et enquêtes sur la gestion écologique des déchets, la pollution par les teintureries, les tanneries, les enquêtes de perception sur la loi 23/2014 sur l'importation, la production et la commercialisation des sachets plastiques, ainsi que sur la pollution de l'air à Bamako dans le cadre d'une thèse. Les énormes problèmes environnementaux et les effets du changement climatique imposent à nos populations déjà très éprouvées des pertes en vie humaine, des incapacités et des souffrances incalculables. Nous pouvons les éviter si nous nous impliquons tous dans la prévention de notre écosystème, dans l'amélioration de la qualité de vie de nos cités, dans nos familles, et que chaque jour, nous nous posons la question à savoir qu'avons-nous fait aujourd'hui pour l'environnement. Pour la bonne exécution de ce plan décennal, le ministre Koné assure que l'accompagnement de son département ne fera pas défaut. Le budget prévisionnel 2022 du centre hospitalier universitaire Bokar Sidi Sall de Kati est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de la 46e session ordinaire du conseil d'administration du CHU de la ville garnison, Nouhoum Sissoko, pour le compte-rendu. Le centre hospitalier universitaire Bokar Sidi Sall de Kati entend garder sa place de premier dans le classement 2020 de l'année, Agence nationale d'évaluation des hôpitaux. C'est pourquoi en 2021, la structure s'est dotée entre autres d'équipements de réanimation, de laboratoires, d'une ambulance médicalisée dont du président de la transition. Ces acquisitions ont permis à l'hôpital d'enregistrer de bons résultats. L'hôpital de Kati a atteint ou dépassé certains objectifs de réalisation des activités médico-techniques avec des taux de 91% pour les consultations, 118% pour les hospitalisations, 98% pour les interventions chirurgicales, 94% pour les examens d'imagerie et 114% pour les examens de laboratoire. En 2021, le budget révisé qui s'élevait à 2 788 168 131 francs CFA a été mobilisé à hauteur de 94%. Le budget 2022 de l'hôpital de Kati est évalué à plus de 2 295 millions de francs CFA. Ce budget, en baisse de 2,59% par rapport à celui de 2021, vise à relever le niveau de performance de la structure afin de répondre aux exigences des usagers. Ce budget est essentiellement consacré aux charges de personnel pour 51%, aux dépenses de fonctionnement pour 35% et aux dépenses d'investissement pour 14%. Les plateaux techniques s'usent, donc il faut un renouvellement constant. Nous sommes en déficit des ressources humaines, surtout dans certains domaines, notamment le personnel administratif, financier, et aussi concernant le personnel paramédical. L'hôpital Bokar Sidi Sall de Kati, c'est une capacité de 230 lits en 2021 et un effectif de 266 agents médicaux et administratifs, dont 6 paramédicaux en détachement. 4e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut national de santé publique. Les administrateurs ont adopté le projet de budget 2022 qui se chiffre à plus de 5 milliards de francs CFA, nous précise Mariam Koné. En tant que structure pilote dans la lutte anti-Covid-19, chaque acte émanant de l'Institut doit refléter son engagement.
C'est en ces termes que la ministre de la Santé a ouvert les travaux du conseil d'administration de l'Institut national de santé publique. Cette 4e session ordinaire, comme la précédente, se tient dans un contexte marqué par la persistance de la pandémie du Covid-19. Au 31 décembre 2021, l'Institut a affiché un taux de réalisation global de 133% pour un taux d'exécution globale du budget à 80%, dont 95,9% pour le budget d'État, 50,4% pour les ressources propres et 69,9% pour les partenaires, pour un niveau de performance jugé à améliorer. Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné le projet de budget 2022 qui a connu une augmentation d'environ 1 milliard de francs CFA. Le projet de budget 2022 se chiffre en recettes et en dépenses à 5 milliards 21 millions 081 000 francs CFA contre 4 milliards 027, soit une augmentation de 25%. Aussi, l'Institut envisage de poursuivre le renforcement des capacités de laboratoire d'analyse. Par ailleurs, un accent particulier sera accordé au capital humain à travers le développement des compétences. Le Conseil a examiné aussi le contrat annuel de performance et le projet annuel de performance 2022. Et pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Aujourd'hui, 18 février 2022, nous enregistrons 12 cas positifs, à 85 guéris, 0 décès et 750 personnes sont sous traitement. Parlons à présent de cette rentrée académique des étudiants à l'Institut d'ophtalmologie de l'Afrique de l'Ouest, IOTA. Ces appelants d'une trentaine de pays viennent pour la spécialisation, une formation qui sera sanctionnée par un certificat, nous dit Boubacar Kanouti. L'IOTA, l'Institut ophtalmologique tropical d'Afrique, une référence en matière de santé oculaire. La rentrée académique de cet établissement hospitalier au titre de l'année 2021-2022 mobilise des étudiants de 32 pays africains. Ils se spécialisent en santé oculaire afin de lutter contre les maladies comme la cécité, qui constitue aujourd'hui un problème de santé publique. Les partenaires, alors grâce à leurs efforts, notre pays, ainsi que beaucoup d'autres pays de notre espace, ont vu une augmentation significative du nombre de spécialistes ainsi qu'une amélioration de la prise en charge des affections ophtalmologiques. L'occasion était donc opportune pour le directeur général de l'IOTA de rappeler certaines exigences de la profession. Il s'agit surtout du respect de l'éthique et de la déontologie. Notre ambition est de vous former, de bien vous former, pour que vous soyez des leaders, des citoyens de demain, capables de répondre efficacement aux besoins futurs dans votre domaine de compétences. Des conseils qui ne sont pas tombés dans l'oreille du sourd, les apprenants mesurent le poids de la mission. Nous profitons de cette opportunité qui nous est donnée pour remercier nos encadreurs pour tous les efforts consentis pour que les DS d'ophtalmologie du CHU IOTA reçoivent une formation de qualité. L'Institut ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest, IOTA, a été créé le 1er octobre 1953. La commune urbaine de Koulikoro disposera bientôt d'une grande station de traitement des boues de vidange d'une capacité de 56 mètres cubes par jour. Les travaux se déroulent comme prévu et à un rythme soutenu. C'est le constat fait par le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamil Kapori Sanogo. Le reportage de Jules Sambou Sissoko. Les travaux de construction de la station de traitement des boues de vidange de Koulikoro se déroulent normalement avec un taux d'exécution à hauteur de 60% pour un délai contractuel de 360 jours. Le constat de prêt a été fait par le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamil Kapori Sanogo. Ce gros ouvrage est supervisé par un bureau de contrôle local. Les travaux ont commencé au mois d'avril 2021. L'évolution des travaux quand même sur ce chantier, tout se passe bien. Parce que nous sommes dans le délai. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes avec un 56% d'évolution des travaux sur un délai consommé de 57%. La réception provisoire est prévue pour le 8 juin prochain. Le niveau d'exécution des travaux est satisfaisant selon le gouverneur de région. Ce qui est à retenir, c'est qu'il y aura 53 000 habitants qui vont bénéficier de ce projet d'assainissement. Donc c'est un grand projet
une première au Mali. C'est un projet qui a salué. Je leur ai demandé de tout faire pour respecter le délai contractuel. J'estime que dans quelques mois, nous serons là pour l'inauguration de cette grande infrastructure qui va traiter de façon hebdomadaire 56 mètres cubes. Ce projet, dans sa globalité, est autour de 1,235 milliard de francs CFA, financé par le Royaume de Belgique et le Mali. La réalisation de cette station contribuera au secteur agricole par la valorisation des résidus solides et liquides. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement PEPAC dans la région de Koulikoro. Et ce taux de projet Laïdoumètre, qui est à la fin de sa première phase. Pour faire le bilan des résultats obtenus à cette étape, les responsables du projet ont organisé une rencontre récréative avec les partenaires du projet. Laïdoumètre, faut-il le rappeler, est un instrument de suivi des engagements pris par le Mali en matière de santé sexuelle et reproductive. Youssouf Djakité était sur place. Ces cocktails consacrent la fermeture de la première phase du projet Laïdoumètre, un instrument de suivi des engagements du Mali pris en matière de droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Nous allons continuer les activités, les actions de plaidoyer à l'endroit des partenaires techniques et financiers en vue de continuer sur une nouvelle phase du projet. Le président de la coalition des organisations de la société civile, volet planification familiale, a salué la détermination de la direction du projet au regard des résultats obtenus. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits parce que ces engagements, pour ce qui concerne l'ancrage institutionnel, nous avons constaté qu'il y a eu la création de l'ONASR. Il y a aussi la création de la ligne budgétaire, je le dis chaque fois, qui a été fortement réclamée par la société civile pour qu'on puisse prendre en compte favorablement les besoins et éviter les ruptures de stock. Nous allons nous battre pour avoir une autre phase parce que nous sommes satisfaits de ce qui se passe. Parce que nous, gouvernement, nous prenons des engagements au niveau régional et au niveau international. Laïdoumètre est un outil de veille qui veille sur la mise en œuvre de ces engagements qu'on prend pour le bien-être effectivement de nos populations. Faut-il le noter, le projet est assisté techniquement par Equipop et financé par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et c'est communiqué avant de fermer ce journal conformément à son mandat légal de protection et de promotion des droits humains. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation des droits de l'homme au Mali, faisant suite aux recommandations de son rapport annuel 2020 sur la situation des droits de l'homme au Mali relative à la lutte contre l'esclavage par ascendance. La CNDH salue les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'esclavage par ascendance à travers la lettre circulaire du 11 novembre 2021 instruisant les procureurs généraux près les cours d'appel de mieux réprimer les infractions en lien avec l'esclavage par ascendance, encourage la lutte contre l'impunité, notamment la diligence enclenchée par la justice dans l'instruction des infractions criminelles en lien avec les événements tragiques de Djaoudjoumé, Nyoro du Sahel, de Surumbire, Kenyeba, Bafulabe, de Makana, Yelemane, le 1er septembre courant, et en fait au moins un mort et de nombreux blessés graves. Invite les populations, singulièrement celles des régions où survit l'esclavage par ascendance. Voilà, nous sommes donc à la fin de ce journal. Merci, grand merci à nos téléspectateurs de la commune de Mariko, Fabakoro et Nyantela en zone Office du Niger. Je vous dis à demain 20h et je vous souhaite un très bon week-end.